Philosophe des sciences, essayiste, tu as rédigé plusieurs best-sellers, dont Les Clés du futur dont on va parler aujourd'hui. Tu nous parles de différentes révolutions, différents changements de paradigme. Je crois qu'il y en a 5, sociétal, économique, technologique, managérial, Et conceptuel. scientifique, conceptuel, éthique, il y en a même peut-être plus. Alors dans cette publication, tu nous parles surtout d'une révolution fulgurante, donc une révolution qui permet transmission d'informations massive, capacité démultipliée, et puis cette interaction avec des milliards d'individus. Je crois qu'on a à peu près 4 milliards de personnes connectées sur l'Internet. Alors comment, selon toi, cette révolution fulgurante va redistribuer les pouvoirs ? Pour le dire simplement, il y a un changement. Dans le passé, ce qu'il fallait pour être riche, c'est avoir de l'or. On envoyait un bateau en Inde, en Amérique du Sud, en Afrique, on faisait une razzia, on venait avec de l'or, des épices, enfin, des choses comme ça. Ensuite, c'est le pétrole ou le gaz. C'est pas la peine de voir le pouvoir que ça donne à l'Arabie Saoudite ou au Qatar, c'est pas la peine d'en discuter, c'est évident. Eh bien, demain, je pense que la richesse, on voit bien que ça va être l'information. Vous pouvez avoir la matière, vous pouvez avoir les machines, vous pouvez avoir les objets. Si vous n'avez pas l'information en temps réel, eh bien, vous êtes totalement dépassé. Regardez un exemple très simple. Regardez, un truc comme ça, quel que soit votre smartphone, il est fait par une seule boîte au monde, Foxconn, 1 million de salariés, plus grosse boîte privée au monde. Ils ont 20% de la valeur de ça. Alors que quand Ford ou General Motors fait une voiture, ils ont 80% de la valeur. Donc vous voyez, l'économie, le capitalisme classique, vous avez 80% à valeur si vous contrôlez la chaîne de production. Là, vous n'avez plus que 20% de la valeur. Donc le reste, il est où? Dans le design, dans l'intelligence des gens qui ont fait cela. Donc la révolution du numérique, c'est une révolution qui fait que l'information devient la richesse première, et c'est une bonne nouvelle, parce que l'information est liée à l'intelligence, à la créativité, et donc effectivement c'est un changement vraiment de paradigme économique. La valeur n'est plus du tout où elle est déjà aujourd'hui par rapport au capitalisme classique, genre General Motors, etc. Et on le voit bien que ce changement vers l'intelligence et l'information constitue une véritable nouvelle forme donc d'activité économique auquel les entreprises doivent s'adapter. Donc le pouvoir distribué aux individus ? En partie, pas uniquement, parce que bien sûr, il y a aussi il y a deux choses. Il y a d'un côté le big data. Et là, le big data, évidemment, alors on a du pouvoir collectivement. Par exemple, quand Facebook a voulu exploiter nos données personnelles il y a quelque temps, il y a eu 1 million de désabonnements de Facebook en une journée. Ils ont cédé immédiatement. Pourtant, ils avaient près de 2 milliards de personnes. Mais on a un pouvoir collectivement. Mais le big data, c'est quand même, le pouvoir est quand même d'abord chez les GAFA, les gros trucs comme ça. Par contre, donc il y a ce pouvoir collectif que l'on peut avoir justement via les interactions qui existent, les réseaux sociaux. Et puis, il y a aussi, évidemment, cette idée que c'est la créativité qui est d'abord aujourd'hui la première ressource. On parlera plus tard de l'IA, mais pour l'instant, c'est encore les hommes qui en sont les seuls détenteurs, donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Alors on le voit avec ce changement de paradigme sur le capitalisme et puis l'échec du modèle capitalistique avec ce qui s'est passé pour les subprimes, où l'intérêt d'un petit nombre d'individus a failli mettre en berne le modèle de nos sociétés actuelles. Donc capitalisme à réinventer, à complètement se réinventer. Est-ce qu'il est caduc, le modèle capitalistique actuel ? C'est-à-dire que le problème, il faut remonter à Gorbatchev. C'est marrant, Gorbatchev a dit un truc qui est passé inaperçu, un homme qu'on a oublié depuis longtemps, et malgré son rôle, il a dit « On va vous faire un truc terrible, on va vous priver d'ennemis ». Effectivement, tant qu'on avait les chars soviétiques à 2 étapes du Tour de France, comme disait De Gaulle de chez nous, on avait une certaine pression, je dirais, à ce qui est un système équilibré. Le problème de l'être humain, et ce n'est pas seulement un problème du capitalisme, c'est qu'on ne sait pas, voyez-vous, on ne sait pas faire ça. On fait trop de socialisme, trop de capitalisme, trop de redistribution, pas assez de redistribution. On ne sait pas faire et on arrive juste au juste milieu. Vous voyez, ça, on ne sait pas faire. Donc le problème, c'est que quand les pays de l'Est se sont effondrés, il n'y a plus de barrières et on peut critiquer les démarches de Piketty ou d'autres, il y a des tas de débats théoriques là-dessus, mais on n'a pas besoin de Piketty pour voir qu'il y a une augmentation effectivement des inégalités aujourd'hui, y compris dans les pays où comme le rêve américain qui est le pays le plus de l'ascenseur social, on voit bien qu'il y a un problème. Et ce problème, il est lié à ça, effectivement, qu'on ne sait pas trouver le juste milieu. Et donc, il y a un vrai problème si on veut, moi je suis un défenseur du libéralisme, du libre marché, etc.,
etc. Mais je dis attention les amis, si on ne fait pas attention, on risque de donner, ce serait quand même horrible, de redonner de nouveau une raison posthume à Karl Marx et à tout ce courant de pensée en faisant un système qui soit trop inégalitaire et qui aille dans le mur. Donc attention. Ce serait quoi le monde idéal ou ton anticipation sur le modèle post-capitalistique? Eh bien, on va peut-être en parler après plus en détail, mais c'est effectivement l'idée qu'on doit intégrer l'éthique au cœur de l'activité économique. Pour faire simple, on peut pas faire le modèle. Je vais être très caricatural, hein, mais bon, le modèle, il y a toujours eu des modèles dits paternalistes qui s'intéressaient de faire pour les ouvriers des maisons, des piscines, etc. Mais le problème, c'est que ce n'était pas intégré dans l'activité économique. C'est-à-dire que c'est je gagne de l'argent et puis après, bon, ben, je vais le redistribuer. Vous voyez, dans un second temps. Pour donner un exemple vraiment caricatural, mais c'est sans doute arrivé une fois ou deux, c'est il y a une grève, vous payez des nervis pour casser les bras au fin 19e des leaders de la grève, et après vous les soignez gratuitement dans vos hôpitaux. Voilà. Bon, ben, là, il y a un petit problème de cohérence, je veux dire. Vous voyez un petit. Donc, l'idée, le monde moderne est un monde basé sur la séparation. Ça aussi, c'est très important. Alors qu'aujourd'hui, toutes les frontières, je ne parle pas seulement des frontières que les migrants essaient de surmonter, mais toutes les frontières sont en train d'exploser. Les frontières conceptuelles entre privé et public, entre profit et non-profit, tout ça explose. Bon, eh bien, là, il y avait un vrai problème de frontières. On fait du business, hein, on le fait, business is business, comme on dit, et puis après, on va faire de la charité, de la redistribution, de l'humanisme, etc. Non, ça, dans le monde de demain, ça ne tiendra pas. Donc il y a des nouveaux types d'entreprises qu'on appelle les bicorporations, créées par, entre autres, une boîte que j'ai beaucoup étudiée qui est Glass, Ben & Jerry's. Et Ben & Jerry's se sont rendus compte que s'ils voulaient faire une entreprise qui ne cherche pas à maximiser son profit, qui fait du profit, mais sans le maximiser, eh bien, leurs actionnaires minoritaires les attaquaient. Vous n'avez pas le droit, les mecs, vous devez maximiser le profit. Alors, ils ont, dans plus de la moitié des États américains, ils ont fait passer une législation, et en France, il y a maintenant des entreprises certifiées Bicorp qui disent, voilà, on est une entreprise qui fait du profit, mais on a aussi un rôle social, on a aussi un rôle de servir le bien commun. Et ça, c'est, à mon avis, une des voies, il y en a beaucoup, l'avenir est multiple, une des voies pour l'avenir. Alors, on le voit dans ce changement de modèle, on a une grande partie maintenant de la population, selon les études, qui bascule dans la transmodernité, ce qu'on appelle, ou ce que tu peut-être appelles la transmodernité. On les appelle les culturels créatifs. Alors, c'est quoi un culturel créatif et quel est son mode de fonctionnement? Alors d'abord, le mot transmodernité vient de mon ami belge Marc Luyckx, qui est un prospectiviste un peu plus âgé que moi, mais qui a un profil assez extraordinaire. C'est un ancien prêtre catholique qui s'est marié, qui est devenu l'adjoint de Jacques Delors quand Jacques Delors était à la tête de la Commission européenne pour faire de la prospective, et qui est donc un de mes maître en prospective, et donc il a écrit un livre, Le surgissement d'un monde nouveau, entre autres, que je vous conseille, vous pouvez le trouver en PDF sur Internet, et donc il parle de transmodernité parce qu'il dit la postmodernité, enfin dans son sens universitaire, hein, au sens de Maffezoli, quelqu'un que j'admire beaucoup, mais bon, c'est quelque chose de déconstruction, et on déconstruit, donc ça suffit pas, et je pense qu'il a raison. Maffezoli et d'autres sont des déconstructeurs d'un monde moderne qui est un monde cloisonné, un monde séparé, un monde en silo, etc. C'est bien de déconstruire ça, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Et donc d'où l'idée de transmodernité, justement parce qu'il faut construire, il faut donner du sens, et c'est ça les créatifs culturels. Donc le terme vient de deux sociologues américains, Ray et Anderson, qui en l'an 2000 ont fait un ouvrage en disant voilà, on a 80 millions d'Américains, un tiers de la population, on les a pas vus arriver. Quand même incroyable. Nous, sociologues, c'est stupéfiant, on n'a pas vu arriver 80 millions de personnes d'un coup. Qui sont ces 80 millions de personnes? D'habitude, il y a les anciens et les modernes. Les anciens aux États-Unis, c'est les Tea Party, oh, c'était mieux hier, ma brave dame, aujourd'hui, il n'y a plus de valeur, c'est horrible, les jeunes, etc. Bon, hein. Et puis, vous avez les modernes, c'est Google, c'est Ray Kurzweil, c'est les transhumanistes, les gens qui croient à tout ça, là, progrès radieux de l'humanité. Les créatifs culturels, ils rejettent à la fois, et ça c'est nouveau, les valeurs des anciens et des modernes. Et ce sont des gens qui vont dire, ben voilà, prenons le temps de vivre, le mouvement Slow Food en Italie, à quoi ça sert d'accumuler, chercher un sens, et pas seulement un progrès à courir toujours derrière toujours plus. Et je dis qu'en somme, c'est le passage de l'avoir à l'être, pour faire simple. Hein, c'est j'existe parce que je veux être cela. Aujourd'hui,
dans les pays évidemment développés, hein, Japon, France, États-Unis, il y a en moyenne, je dirais en moyenne 30% de créatifs culturels. Par contre, il y en a beaucoup plus en Europe du Nord, où ils sont majoritaires, et beaucoup moins si vous allez en Grèce, en Espagne, en Italie, au Portugal. Aux États-Unis, il y en a beaucoup plus sur les côtes, est et ouest, et quasiment pas du tout au centre. Donc la répartition est différente, mais il y en a en moyenne 30%. Et ça, c'est quoi? C'est les gens qui vivent pour autre chose, si vous voulez, qu'avoir un frigidaire, une machine à laver, une voiture. C'est normal. On a tous un frigidaire, une machine à laver, une voiture. Mais nos parents ou nos grands-parents, pour eux, c'était le rêve. Ils sortaient de la guerre, ils n'avaient rien. Le but de leur vie, c'était de pouvoir voir la voiture, le frigidaire et la télé. Aujourd'hui, personne ne vit pour ça. J'ai un article de moi sur Internet, ce n'était pas gentil pour Jacques Séguéla, mais qui était intitulé « Si vous avez une Rolex à 50 ans, vous avez raté votre vie ». Alors, j'ai rien contre les... Oui, c'était la fameuse phrase de Séguéla qui disait l'inverse. J'ai rien contre les porteurs de Rolex, mais je veux dire par là, vous comprenez bien que la nouvelle société, elle n'est pas dans l'idée de mettre des dizaines de milliers d'euros dans sa montre. Par contre, les Chinois, oui. Le premier marché aujourd'hui de Rolex, de Louis Vuitton, de tout le luxe, c'est la Chine. Et c'est normal, parce qu'ils sont là où nous étions, nous, il y a 30 ou 40 ans. Ils veulent consommer pour exister. Donc, ça fait déjà 20 ans que j'ai prédit le développement des médecines naturelles, par exemple. Tout ça, ça va de pair, vous voyez. Les valeurs féminines, bonne nouvelle pour vous mesdames, Marc Leuil, donc je citais tout à l'heure, insiste encore plus que moi là-dessus sur l'importance de l'arrivée des valeurs féminines. Tout ça, ça fait partie d'une nouvelle civilisation qui aujourd'hui représente 30% des gens, mais qui, avec les millennials, sera un jour majoritaire, donc il faut s'y préparer. Et ces créatifs culturels ont-ils le même rapport au travail que nous ? Alors d'abord, ils n'ont pas le même rapport à la consommation, ça c'est très important de le préciser. Il y a un changement radical aujourd'hui de la structure de consommation des Français, et je l'observe en travaillant avec un certain nombre de marques d'hypermarchés. Ce changement-là, au niveau de ce que les créatifs culturels font, c'est que on a c'est des doubles bosses, comme un chameau qui a deux bosses ou un dromadaire qui n'a qu'une bosse. C'est-à-dire que vous allez soit acheter un produit le moins cher possible, si pas porteur de sens, même si vous êtes riche. Vous avez des Mercedes, des BMW sur les parkings de Lidl et Leader Price, où vous allez effectivement, même si vous êtes pauvre, économiser pendant des mois pour vous payer l'expérience de votre vie. C'est un week-end au Carlton à Cannes, mais vous allez y aller avec EasyJet parce que vous n'aurez plus l'argent pour se payer un ticket Air France, voyez-vous. Et ça, c'est nouveau. Avant les pauvres, ils allaient à Palavas-les-Flots et les riches, ils allaient au Carlton. Moi, j'avais une assistante. Je ne suis jamais allé quasiment, sauf invité, mais de ma poche, je ne me suis jamais payé un 3 étoiles Michelin. Peut-être 2 étoiles, mais 3 étoiles jamais. J'ai une assistante qui a fait tous les 3 étoiles Michelin de France. Elle économisait, elle mangeait des pâtes avec sa famille pendant 6 mois. Et l'été, elle partait avec son mari, il faisait 4 ou 5 3 étoiles. Et en quelques années, elle les a tous faits. Donc ça, c'est des comportements nouveaux au niveau de la consommation. Et au niveau du travail, c'est pareil. Avant, il fallait payer les traites de la voiture. Aujourd'hui, regardez les jeunes dans les grandes villes, ils n'ont plus de voiture. Ils n'ont plus de voiture. On n'est plus dans l'avoir. Ça s'arrache les cheveux, les constructeurs automobiles, quand ils voient que les jeunes ne passent même pas le permis de conduire. Voyez, et puis, s'ils ont le permis de conduire, ils vont prendre un truc avec Autolib. Voyez, ça aussi, c'est complètement différent. On n'est plus dans l'avoir. Et pour le travail, c'est pareil. On va pas, soit le travail va être porteur de sens et on va vraiment s'investir, soit on se retire sur son Aventin. Et puis, voilà. Et à la limite, on n'arrive plus à motiver les gens de la même façon qu'avant, parce que justement, avant, le chèque, ça suffisait pour la motivation. Aujourd'hui, ça ne suffit plus, justement parce qu'on est en train de faire ce changement sociétal. Pour les créatifs culturels, ça ne suffit pas de leur donner un chèque à la fin du mois pour qu'ils soient motivés. Donc je suppose que ces créatifs culturels participent à cette triple révolution que tu énonces, conceptuelle, éthique, écologique. Est-ce que tu peux un peu nous la décrire, même si tu en as un petit peu parlé? Ouais, ça fait beaucoup de choses à la fois, mais enfin bon, conceptuel d'abord, puisque tu as dit conceptuel. Alors conceptuel, c'est la révolution la moins connue, chers amis. Je vais vous livrer un secret. Beaucoup des dirigeants de cette planète, d'abord du public, j'ai un tropisme favorable aux chefs d'entreprise parce que comme ils ont des comptes annuels à faire, contrairement aux politiques, ils comprennent un peu mieux cette révolution. Mais la révolution conceptuelle, c'est un truc incroyable. C'est le fait que les dirigeants de cette planète n'ont pas les bons outils, n'ont pas les bons GPS pour comprendre le monde dans lequel on vit. Et si vous n'avez pas le bon GPS, vous foncez droit dans un mur. Boum, vous voyez, la nuit, si vous n'avez pas le bon GPS sur la mer, vous allez tomber. C'est quoi ça? J'ai été l'élève du prix Nobel Ilya Prigogine. Et il m'a expliqué que plus une société est complexe, plus il y a de variables en interaction. Il m'a expliqué ça il y a 25 ans. Et il m'a dit, vous allez voir, dans 25 ans, Jean, ça va s'appliquer. Eh bien, plus une société est complexe, moins les lois classiques
hein, s'applique. Vous avez peut-être vu un ouvrage assez connu qui s'appelle Le signe noir de Nassim Taleb. Il vous dit, voilà, on est passé du médiocristan à l'extrémistan. Le médiocristan, c'est le monde Boeing Airbus. Vous avez 10 ans de business garantie, vous avez un seul concurrent et vous avez en plus seulement 200 clients. Donc c'est cool. Mais aujourd'hui, la plupart des PME françaises ont 1000 concurrents qu'elles ne connaissent même pas. Leurs clients peuvent aller sur Alibaba acheter des trucs à des boîtes chinoises qu'elles ne connaissent même pas. Et elles peuvent vendre à des millions de personnes potentiellement si elles font le buzz sur Internet. Donc des millions de concurrents, de milliers de concurrents et des millions de clients potentiels. On n'est plus du tout dans le monde Boeing Airbus. Voyez-vous, on est dans un monde où il y a une intrication incroyable de variables. Et dans ce cas-là, la théorie du chaos, je n'ai pas le temps de développer, mais l'effet papillon, l'auto-organisation, tous ces concepts-là s'appliquent. Et qu'est-ce que ça change? J'ai écrit dans les Échos au lendemain du premier débat présidentiel un article qui a fait pas mal de buzz où je disais quel que soit le vainqueur de l'élection présidentielle en 2017, son programme ne s'appliquera jamais en 2018. C'est une certitude scientifique. Le temps que fassiez un programme politique, il est déjà dépassé. Donc il ne faut pas faire des programmes politiques. C'est complètement différent les méthodes de management, qu'elles soient politiques ou de l'entreprise, par rapport au monde de hier. Faire un programme politique est aussi absurde que vouloir traverser l'Atlantique avec une bagnole. Dans quelques années, je ne sais pas quand, je ne donne jamais de date dans un prospective en monde complexe, l'homme politique qui arrivera avec un programme sera la risée du monde entier. Cette révolution conceptuelle, c'est ça, c'est le passage, pour faire simple, du médiocristan à l'extrémistan. Et donc on n'a plus du tout les mêmes outils qui s'appliquent et on va avoir des catastrophes parce que nos leaders ne comprennent pas cela, sauf peut-être nous, on a un peu de chance, parce qu'Emmanuel Macron avait dit le programme politique n'est pas au centre d'une campagne électorale. À mon avis, il avait très bien compris ce que je suis en train de vous dire là depuis longtemps, mais il n'osait pas le dire parce qu'il faut avoir un programme, donc il en a présenté un comme ça pour la forme. Vous voyez, donc ça, c'est la révolution conceptuelle. Bon, après, les révolutions écologiques et éthiques, je ne vais pas tout les mais la révolution écologique, pour moi, le plus important, est ce que j'appelle l'écologie positive. C'est un peu tard pour vous le dire, mais à 20h après-demain à l'école polytechnique, c'est à 20h école polytechnique là-bas sur le plateau de Saclay, il y aura un de mes héros qui est très peu connu en France, qui s'appelle Gunther Pauli. Et franchement, si vous pouvez venir dans 2 jours voir Gunther Pauli, vous verrez quelque chose d'incroyable. Gunther Pauli, c'est quelqu'un qui vous dit, voilà, il n'y a aucun problème sur Terre. Ne me parlez pas de surpopulation, c'est une blague. On peut nourrir 10 milliards de personnes, 12 milliards de personnes. Mais attention, il faut tout changer. Il faut changer nos modèles économiques. C'est le zéro déchet, c'est le recyclage absolu, c'est l'économie circulaire, c'est l'inventivité, c'est la créativité à un point incroyable. Regardez, par exemple, j'ai fait un colloque avec lui qui s'appelle Zermatt Summit, j'ai organisé. Faites Zermatt Summit YouTube, Gunther Pauli, P-A-U-L-I, vous verrez une vidéo de 50 minutes. Vous voyez un truc comme ça change le monde. Ça, c'est ce que j'appelle l'écologie positive. L'écologie positive, c'est le contraire de l'écologie que vous voyez, vous entendez parler tous les jours. L'écologie actuelle est une écologie négative. Je suis très très dur pour cette écologie-là. Et mes héros, un autre héros, c'est William McDonough, qui a écrit un livre qui s'appelle Cradle to Cradle, édition alternative, je vous le conseille. Tout ça, je lui parlerai, mais toutes ces références sont dans mon livre Les Clés du Futur. Mais lisez par exemple Cradle to Cradle, c'est vraiment un mouvement nouveau. Qui se dit, voilà, on peut, l'écologie classique, c'est pas moi qui le dis, c'est McDonough, c'est regarder un enfant dans les yeux et lui dire, ce serait tellement mieux si tu n'étais pas né. C'est horrible, hein. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vivre comme Pierre Rabhi, c'est un saint, Pierre Rabhi, mais on ne peut pas vivre à 7 milliards comme Pierre Rabhi, vous comprenez? Donc du coup, on est 2 ou 3 milliards de trop sur la planète. Donc on regarde les gens dans les yeux, on leur dit, mais tu n'aurais pas dû naître, parce qu'on est 2 ou 3 milliards en trop. Tandis que si on prend le problème autrement, quelqu'un comme Gunther Pauli, il vous dit, le réchauffement climatique, ok, d'accord, mais ça va être fabuleux s'il y a un réchauffement climatique. Vous allez voir tout ce qu'on va faire pour la planète avec. Vous voyez, c'est ça, il faut transformer. Et si le gaz carbonique, c'est mauvais pour la planète, c'est que nous, on est mauvais pour la planète. Il faut trouver. C'est ça l'écologie positive. Vous retournez tout le truc. Je n'ai pas tout le temps de vous en parler, mais je vous dis, si vous pouvez après-demain être à l'école polytechnique, vous verrez quelque chose d'incroyable. Donc là, c'est ça qui est incroyable. Il y a des tas de solutions pour la planète. Le pire, c'est qu'on n'en parle pas. Vous avez d'un côté le capitalisme classique, le business classique, et de l'autre, vous avez les écologistes qui sont là avec leur truc. Et moi, ça me rend furax. Voilà. Révolution écologique. Alors, dernière question, parce que le temps passe, mais concernant l'intelligence artificielle, on se rapproche de notre sujet. Je crois que tu vas sortir un livre dans quelques mois qui en parlera un peu, en tout cas qui parlera de conscience. Oui. Et nous, ça nous fait penser à la conscience artificielle. L'IA n'est pas encore dotée de conscience artificielle, mais peut-être un jour. On a beaucoup de philosophes, entrepreneurs qui craignent, scientifiques, Stephen Hawking, Elon Musk ou
ou encore Nick Bostrom, par exemple. Quel est ton avis à ce sujet? Est-ce qu'il faut craindre tous les développements qui sont faits en termes d'IA? C'est un truc à surveiller de très près. Vous avez vu que je suis quelqu'un de super optimiste. Mon seul point de pessimisme est dans ce domaine-là. Je cite dans mon livre un livre, j'ai lu des centaines d'ouvrages pour faire les clés du futur, et il y a un bouquin qui m'a vraiment impressionné, qui m'a fait peur. C'est un bouquin d'un gars qui s'appelle James Barat, il n'est pas traduit en français, qui s'appelle L'intelligence artificielle, donc la fin de l'ère humaine, notre dernière invention. Our Final Invention, l'intelligence artificielle et la fin de l'ère humaine. Le livre s'appelle Our Final Invention, James Barat, B-A-2-R-A-T. Eh bien, ce James Barat, il dit, lui, si une intelligence artificielle forte est possible, et lui, il y croit, eh bien, dans ce cas-là, il va dire, OK, il y a un risque énorme, c'est ce que disent Elon Musk, c'est ce que disent Bill Gates, ce que disent tous ces gens-là, il y a un risque énorme que cette intelligence prenne le contrôle de la planète. Alors on dit, ouais, mais on l'a déjà vu au cinéma, dans Terminator, dans Matrix, et là, il répond, mais justement, c'est pas parce que vous l'avez vu au cinéma que c'est impossible que ça arrive. D'ailleurs, il y a des tas de choses qu'on voit dans la science-fiction qui sont justement annonciatrices de ce qui va arriver. Donc ça, c'est une vraie question. Et le livre de Barat vous démontre de façon quasiment mathématique que si cette intelligence artificielle forte est possible, eh bien, on risque vraiment d'être dépassé par elle. Et ça, c'est parce qu'on la fera. Pourquoi? Parce qu'on ne voudra pas que Poutine l'ait, on ne voudra pas que les Chinois l'aient. C'est comme la bombe H. Mais la bombe H, on peut appuyer ou pas sur le bouton. Le problème de l'intelligence artificielle forte, c'est qu'elle voudra contrôler son propre bouton. Elle n'acceptera pas de dépendre d'un être humain qui lui apparaîtra comme très inférieur, alors que vous n'acceptez pas, dit Barat, de dépendre d'une souris. Jamais vous accepterez de vivre prisonnier de souris, voyez-vous. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, je pense que ce n'est pas possible, mais c'est une opinion évidemment philosophique. Donc il y a un test pragmatique que je veux énoncer. On parle du test de Turing. Vous savez, le test de Turing, les ordinateurs vont forcément le passer. C'est vous discutez avec un ordinateur, vous ne savez pas si c'est un ordinateur ou un être humain. Regardez le film Elle avec Joachim Phoenix, H-E-R, où l'homme tombe amoureux d'un téléphone portable parce que son intelligence artificielle est parfaitement capable de simuler une femme amoureuse. Mais elle fait que simuler une femme amoureuse. À la fin, elle lui dit qu'elle est en réseau avec 9999 autres êtres humains, donc il est un peu déçu. Le test que je propose, moi, c'est le test 2001 Odyssée de l'espace. Vous vous rappelez, en 2001, l'ordinateur, il est programmé pour sauver l'équipage et il va tous les tuer. Pourquoi il va tous les tuer? Pour éviter d'être débranché. Je vous l'ai dit, c'est une intelligence artificielle forte et possible, c'est-à-dire qui éprouve de la soif quand sa batterie s'épuise, qui éprouve de la peur quand elle voit qu'elle va aller à la casse. Je pense qu'il n'est pas possible. Mais si c'est possible, là on est mal. Donc le vrai test, je reconnaîtrai à une intelligence artificielle le droit d'avoir un passeport que le jour où elle me tuera pour survivre elle-même. Je pense qu'il n'est pas possible, mais question à surveiller de très près, c'est ma seule source de pessimisme, mais encore une fois, moi je pense, pour des tas de raisons, et c'est pour ça que je fais des colloques et des livres sur la conscience. J'ai fait un grand colloque, j'en parlais, de 2000 personnes à la Mutualité l'année dernière sur la conscience et l'invisible, et j'ai amené les meilleurs spécialistes du monde d'une vision non réductionniste de la conscience. Si vous pensez qu'il y a dans l'être humain quelque chose qu'aucune machine ne pourra imiter, et c'est ce que je pense, on a encore un avenir radieux qui nous attend. Merci pour ces chaleureux mots de conclusion, Jean.